Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas. Bonjour et bienvenue à tous. Alors après les bitcoins, deux autres crypto-monnaies se sont effondrées en bourse. On verra quel impact cela peut avoir ou non sur ce marché très naissant des NFT. On en parle avec ma première invitée qui s'appelle Lucie Éléonore Rivron. Elle est la cofondatrice de la NFT Factory, un lieu qui sera dédié aux NFT. Et puis à la une de Smartech aujourd'hui également cette question du plan cyber pour l'Europe. Parallèlement au conflit sur le terrain en Ukraine, on verra quelles sont les réactions de l'Europe face à des cyberattaques massives. Sommes-nous prêts ou non? Que faut-il mettre en place comme arsenal? On en parle avec deux experts en plateau. Et puis on retrouve à notre rendez-vous C'est humain, là pour parler du succès d'Hugo Décrypte, enfin plus précisément d'une étude de la Villa Numéris qui nous parle des médias et des relations qu'entretiennent les jeunes avec ces médias. On conclura enfin Smartech par notre séquence Ils font demain avec un zoom sur une start-up qui prépare la nouvelle génération de voitures autonomes en travaillant sur une nouvelle génération de lidar. Mais tout de suite, donc place à l'interview, on parle de ces acteurs français des NFT. Le sujet de l'interview dans Smartech, c'est la NFT Factory, une initiative d'une cinquantaine d'acteurs du secteur, dont les stars Ledger ou Sorare, mais pas seulement. Il y a aussi des grands groupes beaucoup plus traditionnels qui veulent justement se rassembler autour de ce marché très naissant des NFT, marché qui dépend d'un autre qui est celui des crypto-monnaies dans la tourmente en ce moment. Bonjour Lucie-Éléonore Rivron. Vous êtes la cofondatrice de cette NFT Factory. Déjà, première question, comment vous réagissez à ce contexte? Certains parlent d'un contexte de krach pour ces cryptos qui s'écroulent en bourse. Comment je réagis à ce contexte? Je pense qu'il faut garder son calme, en tout cas, qu'il est un peu tôt pour parler de krach ou de bear market. Là, ça fait quelques jours. Évidemment, comme tout va très très vite dans le monde de la crypto, tout le monde s'affole un petit peu. Moi, je pense qu'il faut déjà attendre de voir ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines et ne pas s'inquiéter trop tôt. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ce marché des NFT qui est tout nouveau, notre façon finalement de s'approprier des œuvres numériques et de se les approprier sous forme de NFT? Et les NFT, on a besoin des crypto-monnaies pour leur donner une valeur. Absolument. Pour ce qui concerne les NFT, il faut distinguer plusieurs marchés. Il y a le marché des collectibles, qui sont des collections souvent de photos de profil, de PFP comme on les appelle, qui représentent aujourd'hui presque 75% du volume de vente et d'échange. Et il y a tout le reste. Il y a par exemple les œuvres d'art, dont les NFT permettent la commercialisation, qui représentent 7 à 8% du marché. C'est encore très petit. C'est encore très petit. Et puis tout ce qui va être NFT utilitaire, comme des achats de vêtements pour le métaverse, par exemple, ou des achats de land dans les métaverses. Et là, ce qui se passe avec cette grosse crise des crypto-monnaies va sans doute potentiellement impacter le marché des collectibles, c'est-à-dire des projets à but surtout d'investissement, de vente et revente très rapide. Et ce qui est en train de se passer, c'est que certes, ces projets sont en train, pour la plupart, de perdre de la valeur, mais il va sans doute y avoir un assainissement du marché et une restructuration qui va permettre de maintenir les vrais projets solides qui ont un passé et surtout un avenir, et peut-être faire un petit peu de ménage parmi les projets qui étaient peut-être moins solides. Donc plutôt un assainissement et une restructuration du marché. Quand vous parlez de ces chiffres, de la part que représente aujourd'hui le marché de l'art dans le secteur des NFT, c'est en quantité, j'imagine, hein, c'est pas en valeur, parce que non, c'est sur la valeur... Ouais. Les montants sont absolument faramineux. Hein, quand on voit des œuvres de Beeple partir, on se demande comment est-ce possible d'investir autant d'argent dedans. Est-ce que quand même cette chute des valeurs de crypto en bourse peut avoir pour conséquence de réduire la valeur de l'œuvre numérique que l'on possède? Alors, donc être une mauvaise nouvelle pour un investisseur en art? Alors effectivement, au jour J, la chute des cryptos fait baisser la valeur des œuvres d'art. Maintenant, pour ce qui concerne vraiment les NFT, enfin, les œuvres d'art numériques qui peuvent être commercialisées par les NFT, ce sont plutôt des collectionneurs qui achètent
moins que des investisseurs. Donc ce sont des collectionneurs qui sont là pour soutenir des artistes, les défendre sur le long terme. Donc aujourd'hui, finalement, ça n'a pas grande importance. Au contraire, ça va permettre à des jeunes collectionneurs de pouvoir avoir accès à des artistes auxquels ils n'avaient pas forcément accès. Donc c'est peut-être le bon moment pour commencer à collectionner en fait du crypto-art. Alors, on va parler de ce lieu, NFT Factory. Il ouvrira en septembre. Ouais. Cela dit, vous êtes déjà ouvert à des nouveaux membres qui souhaiteraient y adhérer ou être présents dans cette NFT Factory. Quel est votre appel, en fait? Quelle serait la motivation? Pourquoi on rejoindrait la NFT Factory? Alors la NFT Factory, elle est partie du constat qu'il se passe déjà beaucoup de choses en France et que la France aujourd'hui a une opportunité historique pour devenir l'un des leaders mondiaux du Web3 et en particulier des NFT. On a déjà aujourd'hui des grands leaders comme Ledger dans la sécurité des cryptos, The Sandbox dans le métaverse, Ariani dans le monde du luxe, Sorare dans le divertissement, voilà, les cartes à collectionner. On a des grands crypto-artistes, on a beaucoup d'influenceurs dans le monde de l'art comme le MoCA, le Museum of Crypto Art, dont le fondateur est français, Benoît Couty, ou La Collection, qui est aussi une start-up très impliquée dans le monde des NFT artistiques. Et d'ailleurs, tous les dirigeants de ces entreprises dont je viens de vous citer sont parmi les cofondateurs de la NFT Factory. Donc aujourd'hui, on a déjà des leaders, chacun dans leur domaine. On a un fort esprit entrepreneurial, on a des grands groupes français qui commencent à lancer des projets dans les NFT, on a des grands artistes et finalement on a du mal à se connecter, à savoir par où commencer. Il y a une grande attente du public aussi. Et donc voilà, la NFT Factory, ça a été l'idée de rassembler tous ces acteurs et ces actrices au sein d'un lieu notamment, qui a pour vocation de soutenir. Mais c'est-à-dire que vous pouvez être aussi en concurrence. Vous rassemblez pour faire quoi, finalement? On rassemble vraiment... Alors, il y a 3 grands objectifs. Le premier, c'est vraiment l'évangélisation du grand public. Aujourd'hui, il n'y a que 2% des Français qui ont déjà acheté des NFT, donc c'est tout petit. Ouais. Et on part vraiment du principe que pour que la France soit vraiment... qu'il y ait cet esprit NFT qui soit fort, il faut aussi que le grand public s'en empare. Pour l'instant, il y a beaucoup de méconnaissance, un petit peu de méfiance. Donc, on veut vraiment faire de la pédagogie. C'est pour ça qu'on va avoir ce lieu avec un comptoir où on pourra venir en famille, entre amis, vraiment avoir des réponses sur ce que c'est un NFT, être accompagné pour créer son premier wallet, pour acheter ses premiers NFT. Donc c'est un lieu qui sera ouvert au grand public. Bien sûr. Il y aura on aura des ateliers, des expositions. Exactement. Il y aura des expositions en permanence. Il y aura des dizaines et des dizaines d'écrans qui pourront montrer des œuvres. On aura donc ce comptoir. On aura des formations à la fois pour les particuliers et aussi pour les grands groupes qui souhaiteraient vraiment développer des projets NFT en leur sein. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect, premier objectif, faire de la pédagogie auprès du grand public. Deuxième objectif, c'est, comme je vous l'ai dit, rassembler tous les acteurs et les actrices du Web3 et des NFT en particulier, avec un espace où on pourra venir travailler. Ça, ce sera réservé aux membres, on en parlera peut-être après. On va organiser des meet-up, on va organiser des conférences. En fait, ça va être un hub, un accélérateur d'opportunités, de projets, de contacts. Troisième grand objectif, c'est vraiment de faire de la France l'un des leaders mondiaux du Web3. Donc on va permettre l'accompagnement de projets, on va faire du coaching, on va accompagner les grands groupes qui souhaiteraient développer des projets Web3. Ah, finalement, ce sera un guichet, une sorte de point d'entrée pour les grands groupes qui veulent développer des projets NFT. Oui, bien sûr, on pourra les accompagner. Aller voir la NFT Factory et trouver le bon prestataire. Exactement. Exactement. On leur permettra aussi de faire le lancement de leur collection NFT, par exemple, au sein de notre espace. Il y aura tout un espace événementiel. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il se passe toujours quelque chose, que ce soit un lieu où on puisse apprendre, se connecter. Et international, est-ce qu'on peut imaginer que des grands groupes puissent venir dans la NFT Factory ? Ou alors vous avez envie plutôt de faire valoir des entreprises françaises, la souveraineté française, européenne ? On va dire que ça va être en plusieurs temps. On va commencer par Paris et c'est vrai qu'on a une ambition internationale, dans un premier temps européenne, avec pourquoi pas ouvrir des succursales dans des grandes villes européennes. Bon, étape par étape. Merci beaucoup Lucie-Léonore Rivron, cofondatrice de la NFT Factory. À suivre dans Smart Tech, on parle de cybersécurité et quel est cet arsenal dont on devrait s'équiper en Europe.
Cybersécurité, quelle stratégie pour l'Union européenne? C'est le sujet de notre talk aujourd'hui avec Sébastien Garnaud, président de Garnaud et Associés, société spécialisée dans les secteurs de la transformation numérique et de la cybersécurité. Et vous êtes également le fondateur de la Cyber Task Force, mais aussi du Paris Cyber Summit qui s'est tenu la semaine dernière, 11 et 12 mai. À vos côtés, Stéphane Blanc, président fondateur d'Antemeta, entreprise spécialisée dans la protection des données. Vous êtes d'ailleurs un partenaire de Smartech. Membre d'Exatrust, l'alliance du cloud computing et de la cybersécurité française et souveraine. Et puis membre également du fonds d'investissement Cyberimpact qui a vocation à soutenir les futurs champions européens de la cybersécurité. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de cette question de l'arsenal cyber de l'Europe. Peut-être on va démarrer ensemble, Sébastien Garnaud, puisque vous avez eu le Paris Cyber Summit. Quel est le premier bilan qu'on peut tirer de cette présidence française de l'Union européenne en matière de cybersécurité? Alors, le bilan, il est plutôt bon, et on en parlait en coulisses, puisque on a réussi à avancer sur le DMA, le Digital Market Act, on a avancé sur le DSA, le Digital Service Act, et on a appris qu'on avançait bien sur la directive NIS 2, qui renvoie aux infrastructures critiques. Donc, d'un point de vue cyber et numérique, je crois qu'on peut être heureux de ce qu'a fait la présidence française. Et puis, on n'a pas manqué de le faire savoir la semaine dernière lors du sommet. Oui, alors justement, sur le bilan, on a quand même une petite alerte. Visiblement, la notification des incidents cyber en Europe, elle serait défaillante parce que trop bureaucratique. Et c'est pour ça qu'il faut revoir cette directive Nice. Oui, alors c'est toujours la même chose avec la législation, c'est qu'elles essayent d'appréhender des rythmes qui ne sont pas les mêmes. On en parlait également, il y a un moment où il faut essayer et quand ça ne fonctionne pas, il faut réviser. C'est un peu la conclusion qu'on peut tirer de cette révision, c'est qu'elle fonctionne bien, elle a permis de rehausser le niveau de sécurité collective, mais il faut être plus pragmatique encore et c'est ce qui a été fait et il faudra rentrer dans le détail du texte. Mais l'objectif, c'est de coller au temps de la menace et le temps de la menace, il est mécaniquement plus court que celui de la législation. Alors Stéphane Blanc, vous voyez les choses aussi d'un point de vue très opérationnel auprès des entreprises. Quelle est votre vision sur l'évolution des risques ? Alors d'abord, c'est surtout la convergence de la... On parle souvent beaucoup de cybersécurité et je pense que c'est important aussi de parler du secours. Voilà, parce que si on ne converge pas... Qu'est-ce que vous appelez le secours ? Tout bonnement, d'avoir un backup, une capacité de plan de reprise d'activité, capacité de redémarrer l'entreprise. En fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, toutes les grands crashs qu'on a eus sur les entreprises, eh bien certes, ils avaient investi énormément en cyber, mais ils avaient dédaigné de leur côté la partie protection de la donnée, la partie plan de reprise d'activité. Donc c'est la réaction face à un incident. Tout à fait, c'est la capacité à revenir, à réinstaller l'intégralité de son système pour redémarrer. Et donc c'est la convergence d'abord des deux qui a du sens aujourd'hui. Je pense que c'est le premier constat qu'on peut faire depuis à peu près 18-24 mois aujourd'hui sur les gros enjeux de la cyber, c'est de ne pas dédaigner le secours. Et puis bien évidemment, du coup, on le retrouve aussi dans les formations. On a besoin bien évidemment de former en France, mais aussi en Europe, de construire des écoles, de bâtir l'éducation de nos jeunes cyber. Eh bien ça aussi, ça doit aller dans cette démarche d'appréhender les notions de secours et de plan de reprise d'activité. On n'aura pas des stars de la cyber partout. Il faudra aussi des jeunes qui s'occupent d'être le pompier en permanence du système d'information En fait, des équipes, des sortes de cyber pompiers secours, voilà, qu'on peut appeler au moment où on se retrouve face à une attaque. Tout à fait. Alors justement, sur la partie formation, on a une convention qui va être ou qui a été signée avec le campus cyber et l'éducation nationale qui s'engage à justement sensibiliser les élèves, mais aussi les professeurs dans les lycées. Est-ce que cette partie formation, ça a été un des gros sujets du summit la semaine dernière ? Ça a été l'un des sujets parce qu'il y avait que des... Parce qu'il y a quand même l'attente sur les talents. Les talents, c'est la clé. Et pas que les talents, comme le disait Stéphane, cyber, les cyber-soignants, les cyber-pompiers, mais aussi vous et moi, les collaborateurs. On en a parlé, on en a justement parlé avec Édouard Geffray, qui a signé effectivement une convention avec Michel Vandenberg et le campus cyber. Et là, on voit bien tout l'intérêt du campus cyber d'être ce lieu où tout le monde va pouvoir coopérer ensemble, dont l'éducation nationale. On a traité la question des compétences, on a traité la question de l'industrie, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien que
notre indépendance, notre autonomie stratégique, elle puisse s'asseoir sur des entreprises qui soient fortes. Et ces entreprises, pour être fortes, elles ont besoin de ces talents. Donc, bien évidemment, on a traité la question avec l'école 2600, qui est une école spécifiquement dédiée à la cybersécurité, avec le ministère de l'Éducation nationale et avec aussi EdTech France, qui s'occupe plutôt de numérique, mais parce qu'il est important de faire le lien entre le numérique et la cyber. Et là, vous me parlez franco-français. Et oui. Est-ce qu'il se passe des choses à l'échelle européenne ? Bien sûr, on parlait des résultats. Sur la partie formation, hein, pour rester sur ce thème de la formation, comme ça on pourra enchaîner sur un autre volet après. Alors sur la question de l'éducation et de la formation, il y a des initiatives, mais mon sentiment, et là je n'engage que moi, c'est que l'Union européenne est moins à l'aise sur la question des talents parce qu'elle a moins la main sur les politiques nationales d'éducation. Toutefois, la commissaire Gabriel, qui, je le rappelle, est l'une des personnes qui m'a aidé à monter ce sommet, est très engagée sur la question des compétences au sens général, mais aussi sur l'équilibre des compétences et donc tous les talents féminins qu'il faut aller chercher. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait Women for Cyber Europe et sa déclinaison française, mais il en existe d'autres en France, comme le CEF6 et beaucoup d'associations. On dit souvent, pourquoi se priver de 50% de la population française quand on ne pense pas à la mixité ? En matière je vous parlais de l'évolution des risques en matière d'informatique, mais il y a aussi l'évolution des protections. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place ? Quelles sont les innovations aujourd'hui dont on peut se flatter en matière de cybersécurité ? Chez nous en France ou en Europe ou globalement ? Globalement. Je pense qu'on partage ces technologies. Il y a des sujets autour, par exemple, technologiquement des SOC, bien évidemment, SOC et SIEM, où là on travaille. Il y a eu des beaux travaux de fait. Il y a eu tout un tas chez Exatrust également d'outillages qui ont été faits pour améliorer la sécurité du web, pour améliorer la sécurité du poste client, poste utilisateur, des portables. Et donc de travailler à la fois l'entreprise, mais l'individu aussi, parce qu'encore une fois, on revient sur, vous parliez tout à l'heure d'éducation par rapport à l'Europe et la formation. C'est déjà la prise de conscience individuelle et collective que la sécurité, ça commence chez soi. D'accord ? Il y a l'entreprise, mais ça commence par chez soi. Faire attention aux pièces jointes, aux mails qu'on ouvre. Son empreinte numérique. Et ça, c'est une vraie démarche européenne. Après, d'un point de vue technologique, bien évidemment, il y a eu énormément d'avancées. La France fait partie des entreprises qui innovent beaucoup en termes de cyber. Nous-mêmes, effectivement, chez Antemeta, on innove sur un certain nombre de sujets. Alors, beaucoup sur le secours. Beaucoup aussi sur une plateforme autonome, industrialisée, qui va limiter les risques. Si vous pouvez être plus précis, par exemple, sur le secours, qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau ? Sur le secours ? Oui. Eh bien, prenez par exemple aujourd'hui la problématique du secourir un système d'information. Le système d'information aujourd'hui, il est réparti pour une entreprise. Elle en a un bout dans ses usines, un bout chez elle, un bout dans un cloud privé, un bout dans un cloud public. Or, la problématique, c'est de secourir un ensemble. Le métier est global. Le système d'information, il a un métier qui est globalisé. Et donc, il faut restaurer, quand on a un problème, il faut restaurer un système d'information dans sa globalité. Et donc, on a à avoir une vision globale. Parce qu'il ne faut pas croire que le cloud public des GAFA, par exemple, on ne doit pas le sauvegarder ni être en capacité de le restaurer. Vous voulez dire qu'on a tendance à faire trop confiance aux outils du cloud aujourd'hui ? Bien sûr. Complètement. Et donc, si vous ne le prenez pas dans sa globalité, ça, c'est des développements, par exemple, qui ont été réalisés autour du secours. C'est vraiment la convergence de l'ensemble des plateformes qu'on doit secourir et les outils et les méthodologies qu'on a mis en place pour arriver à penser de plus en plus métier, surtout aujourd'hui dans le secours d'un système d'information. Avant, on secourait une plateforme. Maintenant, je m'excuse de rentrer dans l'aspect technologique. Et un jour, on parlait plateforme. Maintenant, on doit penser métier quand on secourt un système d'information. Et puis, surtout, le faire maintenant avec en 7/7, 24/24. On ne peut plus... voilà, ça doit être un tiers de confiance qui vous accompagne autour de ces démarches-là. Et ça, je pense que c'est un élément innovant qui a été fait autour du secours, typiquement. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des équipes de secours à l'échelle européenne ? Parce que si on reprend le contexte géopolitique, aujourd'hui, on a ce conflit en Ukraine qui s'accompagne évidemment de cyberattaques massives. Ça veut dire que l'Europe, elle doit se préparer à ce type de menace. Pour l'instant, on n'a pas vu vraiment de cyberguerre, mais on sait très bien que c'est une menace de plus en plus présente. Comment est-ce qu'on peut s'organiser d'un point de vue de protection, mais d'un point de vue secours aussi ?
Alors, sur l'urgence du secours, on a vraiment des marges de progression. J'ai pris la question parce que j'ai pensé qu'elle s'adressait à moi, pardon, Stéphane. On peut progresser probablement, mais il existe déjà des choses. Les CERT nationaux coopèrent déjà et échangent beaucoup d'informations. On a eu le privilège d'avoir le vice-premier ministre ukrainien qui est intervenu et qui nous a expliqué comment il menait cette cyberguerre. Bon, eh ben, l'un des enseignements, notamment, c'est ce fameux partage d'informations. Ils ont ouvert 2 fronts, un sur la bataille de l'opinion et un d'un point de vue technologique. Et on voit que l'innovation, elle peut être certes technologique, mais aussi sociale. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une socialisation de la cyber. En Ukraine, ça prend la forme de vidéos qui donnaient les positions des forces russes sur le terrain. Mais chez nous, on voit aussi avec tout ce qui arrive, le métaverse ou les NFT, comme vous en parliez à l'instant en plateau, qu'il va y avoir des comportements de sécurité. Et jusqu'à maintenant, l'innovation était toujours d'un point de vue technologique. Je pense que les comportements vont être clés et ça reboucle avec la question de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Et de la même façon, moi, je vais en revenir sur les nouveautés, l'innovation, ce qui nous manque aujourd'hui encore en Europe pour bien réagir. De la même façon qu'on a vu sur le terrain de l'innovation en termes de matériel, de guerre, est-ce que vous avez vu des choses nouvelles en termes de technologie, de cyber-attaque, de cyber-protection ? Ce que je peux vous dire, c'est que le Cyber Peace Institute qui était présent a relevé 45 typologies d'attaques et on a vu aussi beaucoup les whippers apparaître. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la technique, donc mécaniquement, je ne vais pas pouvoir vous décrire ce à quoi on a assisté, mais ce qui était intéressant de voir, c'est que ces whippers, ils détruisent les données. Et donc, de fait, l'intérêt crapuleux, comme ce qu'on a vécu, nous, sur le live de Paris Cyber Summit, parce qu'on a été attaqué, on a été scammé, l'objectif, il est clairement étatique et pas crapuleux. C'est-à-dire que jusqu'ici, pour revenir sur les whippers, jusqu'ici, en fait, on avait cette menace de demande de rançon en bloquant les données, qui étaient cryptées, chiffrées, et là, ça va jusqu'à complètement les effacer. Détruire les données. Oui. Ah mais en face de nous, de toute façon, on a des équipes qui sont extrêmement performantes. De toute façon, c'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre. Et en face de nous, c'est des entreprises, mais des entreprises qui sont adossées souvent également à des États. Enfin, faut être clair. Donc, ils ont des moyens qui sont extrêmement performants, avec un IA qui est toujours plus puissant, avec des outils. L'Ukraine semble plutôt bien se protéger, ou en tout cas bien réagir. On n'a pas vu de blackout, on n'a pas vu vraiment de cyberattaque ayant des conséquences aussi importantes que ça a pu déjà exister d'ailleurs par le passé. Est-ce que nous, en Europe, on est de la même façon aussi bien armés ? Est-ce qu'on est prêt ? J'allais dire que c'est la question que vous posiez. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt ? Moi, je crois qu'en France, on l'est. La question, c'est toujours la même chose. On a les ingrédients. On a des entreprises, mais ce qu'il faut, c'est un chef d'orchestre, en fait. Donc, et peut-être qu'aujourd'hui, on aura notre chef d'orchestre. Espérons-le. On espère. Alors, le chef d'orchestre que vous appelez, c'est quoi ? C'est un ministre du numérique, c'est ça ? Oui, on en parlait avec Sébastien. Évidemment, ça serait bien qu'on ait un ministre du numérique et pas un secrétaire d'État. Je pense que c'est vraiment un point qui est important. Qui puisse nous rassembler tous. Oui. On a plusieurs courants sur la discussion des outils, mais il y a un moment où... avec un politique qui permet aussi de porter le sujet dans la société, parce que sur, je crois, l'écologie et l'environnement, on voit bien que la société, elle est ultra mobilisée. Et à un moment, on se rend compte qu'un portage politique, ça aide aussi derrière une industrie à pouvoir trouver son marché. Écologie et numérique vont de pair également. Donc, alors ça, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec cette question. Les enjeux du numérique collent avec les enjeux, bien évidemment, de l'écologie. Vous vous rendez compte on n'a pas parlé du Bitcoin et des enjeux de la consommation énergétique liés au Bitcoin, mais tout un tas de sujets. Et puis le numérique peut aider justement aussi dans les deux sens. On pourrait parler aussi des aspects assurance risque cyber. Ça, c'est aussi quelque chose qui va falloir. Alors aujourd'hui, on en est où ? Parce que visiblement, la nouvelle doctrine française, c'est de dire on n'assure plus, les assureurs n'ont plus le droit de rembourser les victimes de ransomware si elles ont payé la rançon sans avoir fait de déclaration dans les 15 jours, je crois.
C'est le gros débat en France. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas de payer la rançon, mais on limite la couverture assurantielle. C'est un compromis bancal entre ce qui est permis en dehors de la France et de l'Union européenne et ce qu'on pourrait être mené à interdire en France. La question du paiement de la rançon, elle est clé. Les discussions au Parlement jusqu'à récemment étaient de dire OK, il faut bloquer. Et quand on en discute avec les Européens, ils sont un peu moins sensibles à cette question assurantielle. Ils sont vraiment dans l'anticipation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas vu grand-chose en Ukraine. C'est parce qu'ils étaient prêts, eux. À charge pour nous de l'être. Et donc, du coup, d'un point de vue industriel, et là je sors un petit peu de la cyber, mais d'un point de vue industriel pour l'industrie de l'assurance, la question qui se pose, c'est cette concurrence entre des anglo-saxons qui vont pouvoir assurer un risque que des Européens et des Français en première ligne ne vont pas pouvoir assurer. Donc, du coup, on va se retrouver avec toutes nos entreprises assurées par les étrangers. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce que je sais, c'est qu'en tous les cas, c'est la voie qu'on prend. Sur cette question, Stéphane Blanc, de la cyberassurance, vous êtes assez engagé sur ce sujet. Quelle est, selon vous, la voie à suivre ? Alors, je pense que déjà, il faut créer, pour parler d'Europe, il faut créer un fonds européen. Alors, on peut en parler d'un fonds français déjà, bien évidemment, mais créons un fonds européen. On a quand même des assureurs, on a des grands groupes d'assurance. On n'a pas de réassureurs. Il n'y a plus de réassurance aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de réassurance parce qu'il n'y a plus de fonds. Parce que les assureurs, bien évidemment, se retournent derrière un fonds. Et le problème, c'est qu'il n'y en a plus aujourd'hui, en particulier pour les ETI. Certains grands groupes sont en train de monter leur propre assurance, mais voilà, une ETI ou une PME, elle n'a pas les moyens. Donc, il faut que... Et je suis sûr qu'en plus, ça soit la bonne voie. Donc, il faut que l'Europe, à mon sens, soit un fonds derrière, monte un fonds, bien évidemment, qui soit fort. Mais derrière, il faut aussi changer les pratiques de l'assurance risque cyber. C'est-à-dire ? Je pense qu'on ne pourra pas tout réassurer. Enfin, assurer le vol de données, il faut arrêter, quoi. Ça sera plus possible. En revanche, assurer le crash, moyennant, bien évidemment, une étude, une préétude et continue, parce que qui garantissent à l'assureur le risque minimum. Bien évidemment, je pense que c'est des points qui sont importants. On a de l'innovation d'ailleurs sur ce sujet. Il y en a plein. On a Stoic, qui est une super boîte, qui justement essaie d'automatiser un peu cette assurabilité, ou en tout cas, il vous donne un scoring permanent. Et donc, du coup, on voit bien que le sujet est en train d'être appréhendé en fait par la tech. Et là aussi, il y a un lien à faire entre une industrie historique et puis une industrie technologique qui peut apporter ses réponses. En revanche, on est très TPE aujourd'hui dans ce genre de système et on n'est pas ETI et on n'est pas dans les grands groupes. Ouais, et c'est la cible, elle est quand même malheureusement un petit peu dans nos ETI et aussi dans nos... Alors, on arrive à la toute fin de notre débat. Je voulais quand même vous poser cette question. Quelles seront les priorités de la prochaine présidence de l'Union européenne en matière de cybersécurité ? Donc de la présidence tchèque. Eh oui. Alors, on avait cette chance d'avoir le ministre de la Défense tchèque qui était venu pour nous en parler. Et sur la route, la République tchèque a annoncé qu'elle aurait une présidence sobre. Sobre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne vont pas beaucoup se déplacer à Bruxelles. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir beaucoup de contacts. Les priorités, elles sont simples. Elles sont cette résilience européenne. Mais une fois qu'on a dit ça, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière. Ils n'ont pas souhaité vraiment avancer sur ce sujet et probablement... Est-ce qu'il vous semble qu'ils sont sur la même ligne que la présidence française ? J'allais enchaîner dessus. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Plutôt je vous pas. presse, je suis désolée. Non, je vous en prie, plutôt pas, mais à défaut, on s'est fait entendre et probablement comprendre pendant 2 jours. Et c'est ce que je retiens, c'est qu'on a fait avancer notre vision du sujet auprès de partenaires qui ne partagent pas 100%. Sur quoi précisément quel est le point d'achoppement ? Pardon ? C'est Chatham House, je suis navré, mais ça fait partie des réunions auxquelles moi-même je ne participe pas. Priorité selon vous pour la prochaine présidence de l'Union européenne en matière de cybersécurité, Stéphane Blanc ? Former. La formation ? La formation. Je pense que ça doit être déjà... On veut toujours vouloir plus et grand, et des fois il faut démarrer par déjà quelque chose de stable. Former les gens. Prise de conscience déjà, je pense que c'est le principal. Et puis effectivement, après...
construire, pourquoi pas, à travers, encore une fois, je pense que l'assurance, ça peut être un bon plan parce que ça peut permettre de structurer un certain nombre d'éléments par rapport justement à l'assurance, par rapport au risque cyber. Merci beaucoup. Merci à Stéphane Blanc, président d'AT Meta, et Sébastien Garneau, fondateur du Paris Cyber Summit. À suivre dans Smart Tech, une petite pause et ensuite on va parler des nouvelles plateformes médias. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne Bismart. On est dans la deuxième partie de cette émission. On va aller découvrir une équipe française qui travaille sur des technologies nouvelles pour la voiture autonome, en l'occurrence un nouveau lidar. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous C'est humain avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, je voulais commencer par vous féliciter parce que j'ai appris votre nomination à la présidence du conseil d'administration du CELSA, Sorbonne Université. Merci. Félicitations, bravo. Mais on va revenir à votre think tank, donc la Villa Numéris, qui publie des travaux sur la relation des médias avec les jeunes gens, dont les pratiques et les attentes sont différentes de celles de leurs aînés, ce qui n'est pas une grande surprise. Ce qui est intéressant, c'est que ça profite à des nouveaux formats et des nouveaux supports. Effectivement, il faut que jeunesse se fasse et que médias passent parfois. Effectivement, au sein de la Villa Numéris, on a un cycle de travail sur les médias, leur avenir et leur business model. Alors, par médias, il faut entendre télévision, la presse, la radio et bien sûr le numérique qui de toute façon chahute le monde des médias traditionnels, on serait tenté de dire historiques, depuis 25 ans maintenant. Parce qu'il y a l'avènement depuis longtemps du web qui est sur mobile désormais et aussi des applications. Alors c'est vrai que plus on vieillit, plus on a une vision assez extensive de la jeunesse. Alors nous, on a décidé de se limiter à 24-25 ans, qui est l'âge vers lequel on commence à avoir un peu plus d'autonomie et de rentrer dans le monde du travail. Et il faut bien voir Autonomie financière. Exactement. Parmi ces plus jeunes, 1 sur 3 dit et déclare s'intéresser à l'actualité. Ce sont des chiffres du baromètre annuel Kantar pour la Croix, une étude fameuse puisqu'elle a 33 ans, sur la confiance dans les médias. 1 sur 3. Là où sur l'ensemble de la population, on est à 2 Français sur 3 qui déclarent avoir s'intéresser à l'actualité. Alors effectivement, quand vous êtes jeune, vous vous intéressez aussi à vos études, à vos amis, et puis on ne va pas leur reprocher une certaine forme d'insouciance que l'on pourrait presque regretter aussi parfois nous concernant. Alors avec l'école Sup de Pub, on a réuni ces jeunes pour les interroger, et on a été assez surpris d'ailleurs parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire déjà, donc ils s'y intéressent, même s'ils reconnaissent ne pas toujours faire l'effort de s'informer. Et comme principal grief, ils mettent en avant le fait qu'ils sont tellement noyés sous le déluge d'informations qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer, et ils s'en détournent tout simplement, à trop embrasser mal étreint en quelque sorte. Et c'est pas le moindre des paradoxes, parce que 8 jeunes sur 10 déclarent s'informer prioritairement sur les réseaux sociaux et Internet, toujours selon Quentin, là où pour l'ensemble de la population, on est sur une information qui reste prioritairement via la télévision aujourd'hui. Et une information dont ces jeunes déclarent qu'elle est multicanale, la réalité c'est qu'elle est quand même essentiellement sur leur téléphone mobile, et ils ne sont pas dupes du fait qu'ils peuvent se laisser emporter par des algorithmes qui viennent flatter en quelque sorte leur appétence, leur goût et leur thématique favorite, et au risque de se retrouver coincés dans ces bulles dont on a déjà parlé ici. Ils ont conscience qu'il faut vérifier l'information, mais la réalité, c'est qu'ils ne le font pas toujours, parce qu'ils ont 3 modes de consommation, et là aussi, c'est eux qui le déclarent. Une passive, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et accessoirement, je regarde de l'actualité, je m'informe assis. Une vision plus encyclopédique, mais qui répond aussi à l'injonction de leurs professeurs quand ils leur demandent un exposé, par exemple. Et enfin, une approche plus routinière, pour employer un mot à la mode, la routine, parce qu'elle crée
crée aussi du lien social et que c'est bien le lendemain dans la cour d'école de parler certes de Top Chef ou de Koh-Lanta, mais aussi peut-être de faits d'actualité, mais aussi au sein du repas familial, bien sûr. Et là aussi, parmi les plus jeunes, et ça n'a pas été la moindre des surprises, c'est l'écrit qui reste sacré. Si c'est écrit, c'est sûrement un peu plus vrai que si c'est parlé ou photographié. 1 sur 2 considère avoir confiance dès lors que c'est écrit, un peu moins en radio, et alors qu'en télévision on est à 40% et sur Internet à 25%. Un Français sur 4 considère à la valeur de crédibilité le média Internet. Est-ce qu'on peut parler de défiance des jeunes vis-à-vis des médias ? Il faut bien voir que ça va au-delà des jeunes. On a un lien de confiance qui, au fil des années, s'érode. Les médias sont considérés aussi comme une institution et payent très certainement le rejet des figures d'autorité, comme les responsables politiques, par exemple. D'où le succès de médias alternatifs ou thématiques. Même si les journalistes vivent un regain de confiance depuis 2 ans à la faveur de la crise sanitaire, on a besoin de marques fortes, de repères, et donc on se tourne vers des professions dont c'est le métier, parce qu'elles répondent malgré tout à un certain nombre d'engagements éthiques. Néanmoins, ces jeunes considèrent que les médias traditionnels sont un peu poussiéreux, pour reprendre leurs mots, et ils aiment des médias plus transparents et plus engagés, avec, quand on leur demande de citer des médias, c'est Hugo Décrypte Superstar. Hugo Traverse, c'est ce jeune de 25 ans qui a créé cette plateforme d'information il y a plus de 5 ans maintenant, diffusée essentiellement sur YouTube et Instagram, avec une approche thématique. Et ces jeunes, quand on les interroge, louent une certaine forme de rigueur, de sobriété et de créativité, parce qu'ils encensent finalement une information bien écrite, vérifier et contextualiser, pour employer leurs mots, on serait tenté de dire hiérarchiser. Tiens, ça vous rappelle rien, ce sont les fondements même du journalisme. Ça veut dire qu'ils ont leurs références, les grands classiques. Mais est-ce que les médias historiques aujourd'hui répondent quand même à ce nouvel appétit de formats différents ? C'est vrai qu'on a un certain nombre de médias générationnels. Après tout, on se construit comme ses parents ou contre eux. Et effectivement, d'où le succès de médias comme Hugo Décrypte, Gaspard G, Acropolis de Jean Massier. Je pourrais citer Brut, Combini, qui sont dans une démarche peut-être encore plus commerciale, ou Les Indécis d'Alex Darmon. Néanmoins, les médias historiques ne sont pas en reste. Regardez Le Monde, quotidien de référence s'il en est, qui a été parmi les premiers sur Snapchat. Aujourd'hui, c'est une communauté de 500 000 abonnés sur TikTok, par exemple. Alors ici, les abonnés sont gratuits. Et c'est bien la difficulté pour des médias que de les transformer en payants. Et Le Monde les prend finalement en quelque sorte par la main à ces jeunes pour tenter de les emmener demain vers des offres payantes et finalement payer le travail qu'ils font. Je pourrais citer aussi Nowoo, du groupe France Télévisions, en partenariat avec d'autres télévisions européennes, parce que l'union ici aussi fait la force. Et oui, et on n'a pas le temps d'aller plus loin ensemble, David Lacomblède, mais j'invite à lire donc votre étude sur la Villa Numéris. Publication mercredi prochain. Merci beaucoup, David Lacomblède, président de la Villa Numéris. À suivre dans Smart Tech, ils font demain. Smart Tech s'est rendu sur un circuit, le circuit Jean-Pierre Beltoise à Trappes, pour découvrir une nouvelle génération de lidar qui permettra d'augmenter la vitesse des voitures autonomes. Les experts à l'œuvre sont ceux de l'équipementier français Valeo. C'est un reportage proposé par Cécilia Sévry et Soisic Houlier. Valeo fournit les briques technologiques, les différentes technologies pour la voiture de demain. La particularité de ce véhicule, c'est un robot-taxi qui a des capteurs, des algorithmes, des différents systèmes qui sont déjà en série sur plusieurs véhicules. Et c'est ça la particularité de Valeo. Ça, c'est l'avenir de la voiture autonome ? Oui, les technologies qu'on peut voir sur ce véhicule font partie de l'avenir de la voiture autonome. Elles sont où ces technologies ? Il y a des capteurs là-dessus ? Donc là-dedans, on va avoir différents capteurs. On a 6 lasers scanners de première génération et deuxième génération. On a des caméras autour des véhicules, sur les toits, des caméras longue portée, des ultrasons et des radars. Et ensuite, on a derrière un véhicule avec notre laser scanner de troisième génération. Donc chaque pixel que vous voyez
La couleur, ça représente à quel type de zone il appartient. La partie violette, on voit que c'est la route où on peut conduire. La partie jaune, c'est les marquages. La partie rouge, c'est les bords de route. Les véhicules, vous voyez, c'est des cubes en 3 dimensions. Là, ce que vous voyez, c'est une carte de la zone où on conduit en 3 dimensions. C'est du point cloud. Le point cloud bleu, c'est celui qu'on a enregistré quand on a créé la carte. Le point cloud rouge, c'est celui que la voiture voit maintenant en dynamique. Et l'algorithme fait matcher les deux. Ça, c'est le lidar 3e génération. Exactement. On va aller le découvrir ensemble. On part pas ? Ouais. Qu'est-ce qui change avec les lidars des précédentes générations? C'est la résolution. Dans les lidars qu'on voyait dans les précédentes voitures, elles ont permis d'avoir des voitures autonomes niveau toit jusqu'à 60 km/h dans des situations d'embouteillage en autoroute. Avec ce lidar, on va être capable de permettre la conduite autonome jusqu'à 130 km/h en environnement d'autoroute. Ce qui veut dire que vous faites Paris-Bordeaux, vous activez le système et vous oubliez jusqu'à ce que vous arrivez à destination. Pour vous rendre compte de l'avancée qu'on a fait, la génération d'avant c'était environ 250 000 points par seconde. Là, on va passer à environ 12-15 millions de points par seconde. Vous voyez à l'image, on voit tous les détails de la route. Ça permet de détecter des très petits objets qu'il peut y avoir sur la chaussée à des très longues distances. On distingue très bien les marquages, le profil de la route. On a une distance de vue qui est supérieure. On arrive à voir des véhicules à environ 250 mètres et des petits objets aux distances suffisantes pour préparer les véhicules soit à freiner, soit à éviter l'obstacle s'il n'y a personne dans les voies d'à côté. Ça, le jour où la réglementation le permettra, ça nous donnera accès à des technologies autonomes pour le grand public. Exactement. Aujourd'hui, déjà, la réglementation permet dans certains pays la conduite autonome au niveau 3 jusqu'à 60 km/h. C'est le cas de l'Allemagne, Mercedes, fin de l'année dernière, avec les technologies de 2e génération de la série scanner de Valeo. Et ça, c'est le pas en avant qui permettra d'aller au-delà pour faire un système qui soit plus disponible pour le client final. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.